on a une rare tête de gargantua. Alors ici, on est chez moi, qui est aussi le siège de l'association, et où on sauvegarde et on entrepose justement tout ce qui est en lien avec Mirapolis, donc aussi bien ces objets que des documents d'archives qu'on a sur les disques durs ou dans les armoires, des documents papier, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de papier. Je suis David Frémery, président de l'association Mirapolis Les Amis du Parc. Alors Mirapolis, c'est un parc d'attractions français qui a existé dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, à Courdimanche plus exactement. Entre 1987 et 1991. Juste avant la grande vague des parcs d'attractions, on va dire Euro Disney, Parc Astérix. Extrêmement précurseur, extrêmement moderne, extrêmement novateur. C'était un truc totalement dément. C'était waouh! Et c'est un grand parc de loisirs qui a duré 5 ans, qui a connu beaucoup de difficultés économiques. C'était les années 80, tout réussissait à tout le monde. Ça pouvait pas marcher. Le problème de Mirapolis, c'est que les petits Français sont pas hyper au courant de qui est Gargantua et Rabelais. Navrant de A à Z. Est-ce que le lieu est maudit? Les forains étaient contre le projet. Marcel Campion, ce qu'il voulait, c'était encaisser de l'argent. La liste des problèmes, Le modèle économique, le non-renouvellement, La rentabilité. l'accessibilité. Ils ont tenté, ça a été vraiment la catastrophe quoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mirapolis, c'est parti. Jacques Chirac a donné le coup d'envoi cet après-midi en inaugurant officiellement ce premier parc de loisirs de la région parisienne. Alors l'inauguration, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. D'abord, Jacques Chirac est arrivé, comme tous les hommes d'État, dans son hélicoptère, les gros hélicoptères présidentiels. C'était la grande fête pour Mirapolis. C'est extra quoi. Les gens ont vu Jacques Chirac se poser entre l'entrée et Dame Tartine. Et descendu, comme toujours, comme il savait le faire, embrasser les femmes, serrer les mains partout, nous a pris par le bras. Jacques Chirac qui est présent, qui est très content, souriant et efficace en VRP de ce beau parc. Il y avait toutes les personnalités de l'époque qui étaient venues pour inaugurer ce parc qui allait vivre ad vitam aeternam et qui allait révolutionner la France. Jacques Chirac, quand on le voit comme ça, c'était Monsieur Tout-le-Monde, qui aimait tout le monde. Et il allait à droite, à gauche. On a l'impression qu'on était copains depuis de belle lurette. Et quand il est reparti, d'ailleurs, c'était très drôle, il embrassait tout le monde. Et il y avait Bernadette, son épouse, qui était là. Et quelqu'un m'a dit à un moment, méfiez-vous, il va vous laisser Bernadette dans les bras, et puis il va embarquer les dames qui sont là, quoi. Eh bien, je m'appelle Christian Gourmelin, je suis j'ai été élu longtemps sur la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. La France de l'époque, pour nous, Cergy-Pontoise, c'était une période extrêmement glorieuse. C'est aussi une époque où à la fois il y a encore beaucoup d'argent. De toute façon, le projet du parc doit naître fin 70, début 80, donc on pense qu'il y a encore, qu'on peut balancer de l'argent comme ça par les fenêtres. En 1985, je crois qu'il y a 35 projets de parcs d'attractions en France. Aux États-Unis, ça cartonne. Disneyland est rempli à chaque fois de personnes qui vont faire la fête. On se dit, pourquoi pas lancer ça en France? Il y a une histoire des parcs de loisirs, à la fois aussi des zoos, des sites touristiques, des grottes, des aquariums. Et donc il y a une vraie culture, une vraie expertise française en matière de parcs de loisirs au sens large. Si vous voulez, dans une période où les Français font attention à leurs dépenses et n'ont pas nécessairement les moyens de partir une semaine ou plusieurs semaines à l'étranger, voire même en France, le parc de loisirs, le parc à thème est une bonne alternative en termes de dépaysement. Vous prononciez le mot parc d'attractions et vous avez tout le monde qui levait la main. Chaque région française voulait se fabriquer son parc d'attractions. En vrai, je pense que c'était l'objet culturel dominant. C'était peut-être encore supérieur au cinéma hollywoodien. Il y avait le cinéma hollywoodien et encore au-dessus, il y avait le parc d'attractions. Le parc d'attractions, pour les gens de ma génération, donc je suis né en 1980, c'est l'événement culturel majeur et principal. Il n'y a rien de plus important qu'aller voir un parc d'attractions. À cette époque-là, il n'y avait pas énormément de parcs en France. Tu avais le parc Saint-Paul, mais qui était un petit parc forain. Il y avait la mer de Sable. Et il y avait aussi la vallée des Peaux-Rouges. Le
parc d'attractions, c'est aussi l'objet d'une guerre culturelle. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est le mal absolu, le parc d'attractions. Disney, c'était le mal, quoi. Vraiment, c'était le mal. Mais il y a eu un moment, c'est bon, en fait. Ceux qui disaient que les parcs d'attractions, c'était pas bien, c'est fini. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette critique a volé en éclats. Alors, ça a été beaucoup analysé avec la glaciation idéologique des années 80, on va dire années fric, etc. Années où la critique sociale et la critique politique rentrent en hibernation. Le parc d'attractions était un lieu d'hibernation de la pensée critique. C'est vraiment arrêtez de critiquer, maintenant allez, vous allez bien aimer, ça va être bien, le capitalisme ne vous veut pas de mal, arrêtez de croire ce que disent les bolcheviks. De façon, on va dire, symbolique, c'est Laurent Fabius qui signe avec c'est Eisner, je crois, le PDG de Disney à l'époque. Fabius, c'est déjà le tournant de la rigueur, donc on n'est déjà plus dans l'élan de 81, on est déjà dans un truc, on va un peu négocier avec les marchés, etc. Et donc le parc d'attractions arrive idéalement à ce moment-là, comme on va s'arranger du capitalisme, le capitalisme, c'est pas grave. Jacques Chirac, lui, sera présent dimanche à l'inauguration. En 87, lors de la signature du contrat, Michael Eisner lui avait fait un cadeau. Un dessin original de Blanche-Neige recevant la pomme empoisonnée. Je crois qu'on voulait se dire à l'époque qu'il faut quelque chose de très français. Et on ne voulait pas copier les Américains en se disant les Américains ne vont pas nous envahir avec leur civilisation. On avait les claviers AZERTY qui sont totalement différents des claviers QWERTY. On a, nous, inventé notre Minitel. Donc ouais, effectivement, Concorde, Minitel, Mirapolis, même combat. C'est de l'aveu d'une sorte de déclin où disons qu'on n'est plus totalement au niveau grande puissance, mais on est capable de, quoi. On est capable de sortir un Rafale, quoi. Mais c'est marrant parce que le souvenir que moi j'en ai, et je pense que c'est un souvenir assez normal, c'est à chaque fois ça foire, quoi. À chaque fois on essaie, et à chaque fois ça foire, et ça foire parce que les Américains sont méchants, enfin, et puis il n'y a jamais cette lucidité de savoir, en fait, peut-être parce qu'on est trop petit, peut-être parce que le momentum historique est passé. Mirapolis, premier grand parc à thème français. Née au début des années 80 dans la tête d'Anne Fourcade. Toute petite, elle voulait déjà avoir son propre parc d'attractions. Anne Fourcade, qui a fait les beaux-arts, comme nous. Elle est devenue ensuite architecte. Il y a une architecte, Anne Fourcade. Anne Fourcade. Anne Fourcade. Anne Fourcade. Anne Fourcade. Anne Fourcade. Alors, invitée de la rédaction ce soir, Madame Anne Fourcade, qui est un peu la mère, on peut dire, de ce projet, Madame, si vous en êtes d'accord. Je suis Anne Fourcade, architecte. Je suis l'architecte et la conceptrice de Mirapolis. Voilà. C'est juste incroyable de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Bah écoutez. Anne Fourcade, une pipi. L'architecture a toujours été ma passion. Petite fille, je voulais construire des cabanes. Je ramassais des cartons pour faire des palais extraordinaires. Et puis surtout aussi, grâce à mes parents et mes grands-parents, j'ai beaucoup visité les châteaux de la Loire, le château de Chambord, Chenonceau, ce qui va donner cette envie peut-être de travailler sur ces contes et légendes, sur ce passé. Quand j'ai eu l'idée de faire un parc à thème. Dans lequel les gens et tous les visiteurs, petits et grands, vont pouvoir rêver, jouer, voir le fantastique. Je pense que l'ambition du parc, à savoir traiter de la littérature française, du patrimoine littéraire français sous toutes ses formes, c'était le point de départ pour construire effectivement des attractions. Dans l'émission radiophonique qu'on a créée, on raconte que c'est, on le dit au second degré bien sûr, mais un moyen de faire éprouver aux classes populaires les sensations fortes que peuvent faire ressentir la littérature, mais autrement qu'en écrasant les gens et les assommant avec des pavés de 500 pages. Toi seul peux forger ton destin, tu es le héros de demain. Au début, j'ai eu du mal parce que j'étais une femme architecte. Deux, ne me prenais pas tellement au sérieux dans la mesure où un parc d'attractions, est-ce qu'on peut investir autant d'argent sur un parc d'attractions? Donc chez les banquiers, j'étais très bien reçue grâce à des interventions, à ma famille, à des amis qui voyaient avec grand plaisir cette récréation dans une journée très chargée avec mes plaquettes, mes dessins pour leur dire que les parcs d'attractions avaient un avenir en France et qu'ils pouvaient rapporter de l'argent. Les grandes sociétés françaises nous ont abandonnés tout de suite parce qu'elles ne comprenaient pas.
Et finalement, en effet, c'est M. Pharaon, qui était très francophile, qui vivait à Paris, qui a été très passionné par ce projet. Il y avait donc des financeurs privés comme M. Pharaon, qui était un richissime financier d'Égyptiens. Ce monsieur libanais. Il y a un investisseur saoudien. C'était un riche homme d'affaires saoudien, Gaïs Pharaon, qui est arrivé et qui a mis 90 millions de francs sur la table pour lancer le projet Mirapolis. Et comme ça, les banques, les investisseurs ont dit, bon ben, maintenant qu'il y a quelqu'un qui a les reins solides, on y va, on suit, c'est sérieux. Si on se casse la figure, on ne sera peut-être pas les seuls à se casser la figure. Alors, M. Pharaon, je l'ai connu à plusieurs reprises. Nous avons fait 2 repas ensemble, dont un au Moulin de la Renardière, qui est sur la commune d'Auny. Il ne faisait pas partie des fréquentations qui étaient les miennes. Peut-être parce qu'il était sulfureux, je ne sais pas. Elle avec ses premiers millions, elle a pu recruter le premier directeur du parc, Guy de Bois-Grolier, qui lui a fait tous les recrutements derrière. Alors, je m'appelle Guy de Bois-Grolier, j'ai 78 ans. Je suis à la retraite maintenant, donc moins actif. J'étais le patron de l'opération, donc j'ai occupé les fonctions à partir de janvier 1987 jusqu'à janvier 89. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans un dîner en ville. Mon voisin de table se met à me parler avec un certain enthousiasme du parc de Mirapolis. Moi-même, j'étais chassé à l'époque pour aller faire tourner et construire le parc des Schtroumpfs dans les friches industrielles de l'Est de la France. Je ne pensais pas que je pouvais infliger ça à ma famille. Je me disais, c'est quand même dommage que les Schtroumpfs ne soient pas à Paris, parce que ce serait un pari formidable à relever. Je suis donc rentré en contact avec ce chasseur de tête 48 heures après le dîner. 2 mois après, je signais un contrat pour prendre les opérations en main de Mirapolis. Donc j'ai été louer des bureaux très prestigieux aux 4 places de la Concorde qui appartenaient à M. Pharaon. C'est ici, à Cergy-Pontoise, que s'ouvrira dans 2 ans Mirapolis, 90 hectares de parc de loisirs. Ce qui a fait le déclencheur, c'est en fait le choix du terrain. On l'a trouvé à côté de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, qui était formidable parce que c'était près du RER, c'était une ville nouvelle, le maire était favorable. Alors là, nous sommes sur un site typique de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, qu'on appelle l'esplanade de l'Axe Majeur. Alors la France de l'époque, nous avions un dynamisme économique important, et ce qu'on voulait, c'est créer des habitations et des emplois en faisant venir un certain nombre d'entreprises. Ici, nous sommes sur le parc de la préfecture de Cergy-Pontoise, face à ce bâtiment emblématique de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. On n'est pas très loin de Mirapolis, on est à quelques kilomètres. Cergy-Pontoise, d'un côté, il y a la base nautique, puis il y a un côté un peu coco, quoi. Le peuple qui va faire du sport en plein air, etc. C'est une utopie qui pourrait être une utopie de type soviétique. Ouais. Par contre, le parc d'attractions, c'est beaucoup plus bizarre. Le parc d'attractions, c'est beaucoup plus bizarre. Déjà, c'est un monde clos, donc c'est pas dans la continuité, il y a un pacte. On a fabriqué autour de Paris, qui est trop dense, une sorte de truc bizarre, un peu style lentille Fresnel, quoi. Une sorte de ville en anneau, champêtre, beaucoup trop loin, parce qu'on est à peu près toujours à 30-40 km de Paris. Cergy-Pontoise, à la base, c'est un village, un petit village historique, et puis ensuite, c'est une ville nouvelle, comme toutes les grandes villes nouvelles autour de la région Île-de-France, qui s'est construite avec une architecture très typique, avec à la fois des réussites et des échecs, en termes d'image, mais des succès en termes socio-économiques. Le projet d'Euro Disney était déjà dans les tuyaux, parce qu'il faut savoir que Mirapolis devait voir le jour à Marne-la-Vallée, là où on appelle maintenant Val d'Europe, donc à la place d'Euro Disney. Mais le gouvernement avait déjà mis des options sur le terrain, et donc Mirapolis s'est fait de l'autre côté de Paris. Il y avait Cergy-Pontoise qui était en train de créer le quartier de Cergy-le-Haut, et Anne Fourcade est arrivée avec son projet, et on lui a dit, bah écoute, tu peux pas aller à Marne-la-Vallée, mais il y a Cergy-Pontoise, pareil, tu as 30 km de distance, tu auras le public, il y aura le RER, il y aura le métro, il y aura le bus, il y aura l'autoroute. Vas-y, tu peux t'installer là. Le parc d'attractions s'inscrit aussi, faut pas le voir comme une entité comme ça qui naît, parce que c'est vrai que c'est frappant, ils naissent toujours au milieu, je sais pas, soit du marais de Floride, soit d'une grande plaine céréalière, et ça jaillit comme ça de nulle part. Mais ça naît probablement, c'est une rationalisation aussi des flux touristiques, quoi. Il y a l'objet aéroport, les gens voyagent d'un point à l'autre du globe, et puisqu'on a un grand aéroport, on peut faire une sorte de... C'est un terminal en fait, le parc d'attractions c'est un terminal. Donc Cergy-Pontoise,
d'un côté, de l'autre côté, Marne-la-Vallée. Donc on a les deux grands parcs d'attractions comme ça. Parc Astérix, c'est des irréductibles gaulois, ils n'ont même pas le train, faut y aller en bagnole ou en bus. Et d'un coup, botte de 7 lieues, on se dit Gargantua, ah ouais, d'un coup c'est à seulement 3 pas de Paris. C'est plus vraiment la ville, c'est plus vraiment, et ça crée une sorte de zone hybride qui va totalement bien avec le concept de parc d'attractions. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, on ne sait pas si c'est une ville ou pas une ville. Ah, c'est une ville, parce qu'il y a des gens qui y vont et des gens qui y travaillent. Oui, mais personne n'y dort. Oui, mais personne n'y meurt. Oui, mais personne n'y naît. Voilà, ça fait une sorte de paradoxe. C'est aussi Paris, un peu exsangue métaphysiquement, qui va projeter ses ramifications d'elle-même, qui vont donner d'un côté les villes nouvelles pour les gendarmes, et puis de l'autre côté les parcs d'attractions pour que les gens s'amusent, quoi. Le chantier qui a débuté en juillet n'en est encore qu'aux grosses œuvres. La construction proprement dite commencera en janvier prochain. On a commencé le chantier en 1986. Il faut retracer qu'à l'époque, par exemple, quand on a commencé Gargantua, il n'était pas possible de faire un programme de Gargantua, puisque si on avait fait le programme de la construction de Gargantua, on mettait plus de 6 mois à réaliser Gargantua. Donc on a utilisé les outils, les maquettes, la technique, toutes les techniques qu'on pouvait avoir. Le chantier a été extraordinaire au point de vue expérience humaine. Ils ont construit ça avec des équipes qui faisaient des centrales au gaz ou des stations d'essence, des maîtres d'œuvre, enfin, pour m'aider, parce que moi, je n'étais pas maçon. Ça va aller très vite, finalement. Ça va aller très vite, c'est un très gros chantier. Il y aura plus de 450 personnes qui vont travailler. Il y en a qui travaillaient à 7 h du matin, il y en a qui travaillaient la nuit. Et puis on avait les poseurs de manèges, qui n'avaient jamais posé des manèges à l'intérieur de structures construites. En France, on ne savait pas faire. On n'avait pas le savoir-faire américain. On était un peu hors temps. D'abord parce qu'on travaillait pratiquement nuit et jour. On avait une basse vie. C'est vrai qu'il y a eu de gros moments d'émotion. D'abord, on a failli perdre des ouvriers parce qu'on a tapé dans du gaz. Ils ont percé le pipeline, un des pipelines qui alimentait la ville de Paris, et il y avait un jet de 14 mètres de haut d'eau qu'il a fallu colmater, boucher, couper l'eau pendant quelques heures, histoire de pouvoir faire la réparation. Un chantier comme celui-ci, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un problème à résoudre. Donc il y a eu de grands moments d'émotion quand Gargantua a été... on a enlevé sa robe pour lui montrer sa résine. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une espèce de boule en polystyrène, ça faisait 9 mètres de haut là, de la tête. Donc je l'ai vu quand ils étaient en train de faire la sculpture. Je l'ai vu quand il est sorti du convoi exceptionnel qui l'a amené de Brie-sur-Marne à Courdimanche, Pierre-Police. Et puis je l'ai vu quand il est monté en haut, la tête était peinte, etc. Et quand ils l'ont monté en haut avec la grue. Ça avait de la gueule, enfin, ça se voyait de loin. Et j'étais assez fier, en fait. Yes, lui, c'était un type de la télévision aussi, celui-là. Fabrice de RTL. Il m'a emmené faire un tour en hélicoptère. Dans tous les journaux, les magazines qui sortaient, on parlait de Mirapolis. Et j'avais dit à mes parents, je veux aller à Mirapolis, je veux aller à Mirapolis. Donc 88, un matin, je me réveille et mes parents me disent, bon allez, dépêche-toi, réveille-toi, on part à Mirapolis. Waouh! Dès l'ouverture, mes parents y ont emmené, ils avaient l'air curieux de découvrir ça. Donc... Arrivé autour de Mirapolis, je commençais à regarder à droite à gauche si je voyais quelque chose sur l'autoroute. Et puis un peu après Cergy, j'ai vu ce fameux géant Gargantua qui dominait. C'était génial, on est arrivé sur le parking, il y avait un petit Gargantua qui devait faire 5-6 mètres de haut, il y avait un gros cuic gigantesque. J'ai le souvenir d'un parc gigantesque. Et donc on rentrait, on avait Gargantua en face de nous. Gargantua, il fallait traverser tout le parc, tout découvrir pour aller le voir, et je trouvais ça fascinant. On avait envie d'aller le voir, mais avant on faisait des attractions. Des attractions absolument fabuleuses. Le Gargantua, évidemment, sa musique n'est pas pour rien, hein. La musique, elle reste. Le Gargantua n'est jamais soif, du bon vin tu distilleras.
les décors comme il y avait dans le Gargantua, on avait vu ça nulle part ailleurs, surtout le cheminement. C'était des nacelles suspendues. C'était la plus grande statue creuse au monde après la statue de la Liberté. Un enfant de 6-7 ans qui arrive au pied de cette statue, qui aperçoit dans la collerette les véhicules passer, ça présage quand même une belle aventure. Il y avait des attractions par-ci, par-là, la ville 10. Alors la ville 10... La ville 10, c'était vraiment... À la base, la légende... Il y a une histoire bretonne. La ville 10 existait, c'était un village qui s'appelait Kéis, à côté de Concarneau, où il y avait un roi Cradelon qui avait comme fille la princesse d'Aigle. Et faux prince charmant qui a voulu prendre les clés du roi Cradelon. En bougeant cette clé, la mer allait les recouvrir et enfouit la ville 10. Et attaqué par des petits monstres sous-marins. C'est aussi le mythe de l'Atlantide. Tu n'avais pas besoin de connaître l'histoire, chacun se faisait un peu son histoire à lui. La ville 10, on descendait, alors c'était pareil, des nacelles mais qui étaient en dessous de nous, le rail était en dessous, et on descendait, on était un peu incliné, il y avait des rayons laser qui nous passaient à côté, et même mon père me disait ne te retourne pas, tu pourrais être blessé par les lasers. Et pareil, c'était quelques minutes d'émerveillement. Mes amis, un jour, nous pourrons visiter des milliers de mondes afin de nous enrichir au contact de civilisations cachées au cœur des étoiles. Léonard de Vinci se fit un grand rêve de faire un robot réel. Ce robot, c'était un des premiers robots aussi sophistiqués qui faisait marcher les yeux, la bouche. Un truc fantastique. On a été aidé par un chirurgien esthétique pour avoir l'œil, qui était les yeux qu'on met sur des êtres humains. On a fabriqué une peau un peu élastique qui étaient des peaux qu'on a employées à l'époque sur des crèves de brûlés. Et c'est vrai que parfois, le pauvre, il était en panne. Alors le parc a été super bien dessiné. Quand on est arrivé, forcément on était à la boutique souvenir puisque c'est le dernier endroit où on passera en ressortant. Ensuite on a avancé, on avait la cité des robots, assez novateur puisque Anne Fourcade avait inventé un peu entre guillemets l'internet. On pouvait communiquer d'un bâtiment à l'autre avec des caméras. Et il y avait un restaurant avec un des robots là, qui est derrière moi, qui distribuait de la nourriture. Et comme elle voulait que ce soit ludique, éducatif, les robots donnaient le nombre de calories de ce qu'on mangeait. En fait, c'était des distributeurs plus sophistiqués, mais c'était tout à fait mignon parce que les enfants pouvaient aller eux-mêmes chercher leur nourriture. Visiter une attraction, voir des choses qu'on n'a jamais vues avant, des lumières, des automates, sortir de là, le refaire plusieurs fois dans la journée, en parler avec ses parents après. Quelle est la promesse du parc d'attractions? Est-ce que c'est la promesse d'un monde achevé? Est-ce que c'est la promesse d'un monde où on est plus en sécurité que dans la vraie vie? Est-ce que c'est la promesse d'un monde où on est délivré de tous les soucis? Alors ce qui est intéressant avec le parc d'attractions, c'est que son point d'ancrage dans la réalité, c'est un point très empirique, c'est la sensation forte. C'est-à-dire il y a quand même un moment où on va faire subir à votre corps des accélérations de type simulateur spatial, vous allez avoir vraiment peur. Donc la promesse du vrai, c'est la peur. C'est quand même, en fait, quand on y pense, c'est complètement dingue. C'est un type de divertissement qui met au cœur du projet, vous allez vous ressentir profondément mal à l'aise et vous allez souffrir. Il y a ce jeu, qu'est-ce que c'est que le kitsch? Le kitsch, c'est un monde où la mort n'existe pas. Donc le parc d'attractions n'est pas totalement non plus du kitsch. Disons qu'avec notre civilisation a produit ce luxe incroyable, c'est vraiment un élément de luxe d'avoir des lieux, des villes qui sont uniquement liés au divertissement. L'inauguration, c'était un moment important pour moi, c'était un moment fabuleux. On était tous un peu fatigués parce que la veille, on réglait les manèges. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai eu la pression, surtout quand le Premier ministre est parti et que les forains ont occupé le parc en crevant les systèmes hydrauliques qui faisaient avancer le petit train. C'était dantesque, c'était un truc de cow-boy. Les forains ont en tout cas réussi à attirer l'attention sur eux, car tout semble les désigner comme les auteurs du raid d'hier. C'est des gens qui ont l'habitude de ce genre de technologie,
Je vais vous montrer le bateau pirate, vous verrez qu'on vidange pas, on ne sait pas où sont les bouchons de vidange, on ne sait pas comment fonctionnent des groupes électrogènes, quand on est on les casse, mais on ne les sabote pas comme ça a été fait aujourd'hui. Alors à l'époque, c'était Marcel Campion qui était le roi des forains, on l'appelle. T'es pas très content de ce qui se passait au niveau de Mirapolis. On se battait pour pas être à la traîne, disons, des éléments politiques et des éléments administratifs, ne serait-ce que sur le taux de TVA. La profession foraine n'avait pas le droit au taux de TVA réduit et cela avait été donné au parc. J'ai un carton d'invitation pour 4 personnes. Non, alors c'est des fausses invitations qui ont été distribuées. Une cinquantaine de familles se sont déplacées, parfois depuis Beauvais. En dédommagement, le parking était gratuit. Un cadeau empoisonné puisque des clous répandus dans la nuit ont crevé les pneus d'une trentaine de véhicules. À l'époque, ils se sont retournés contre Mirapolis, pensant que c'était de la faute de Mirapolis, mais non, c'était plus contre le gouvernement de l'époque qui réclamait. Maintenant, la seule chose qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'ils disent que c'est nous qu'on est venus leur foutre le bordel. C'est pas vrai. C'est un coup monté. Ça, c'est eux qui ont tout organisé, qui sont fait des... comme ils disent qu'ils sont en panne, 3 millions de dégâts. Réparable en une nuit, c'est impossible. Dans la nuit. Là, déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que ça crée une crainte chez les forains, notamment de Paris, mais de la région parisienne. Et M. Campion, qui était le président des forains d'Île-de-France à l'époque, était contrarié de voir que ça risquait de porter tort aux différentes manifestations en région parisienne. La France est un pays où les forains ont toujours eu une place importante en termes d'animation. Dans le secteur des parcs de loisirs en France, beaucoup de parcs sont le fruit de forains sédentarisés. Et si vous prenez en Allemagne Europa Park à la base, c'est des fabricants de manèges qui deviennent exploitants de parcs. Chez les Campion, on est forain depuis 5 générations. On préfère y parler de famille que de gros sous. Marcel Campion, le père, possède une douzaine de manèges à l'ancienne, valeur entre 500 000 et 1 million de francs chacun. Malheureusement, la première année d'exploitation, la météo n'est pas favorable, ce qui peut arriver. Il faut savoir que l'été 87 a été un des étés les plus pourris de tout le siècle. Il n'avait jamais autant plu en région parisienne. C'était un véritable pot de chambre là-bas. Il a plu pendant 45 jours consécutifs, non-stop. Il pleuvait tous les jours. Ça a été catastrophique. La fréquentation était vraiment très basse. Donc déjà le premier été, Guy de Bois-Grelier s'inquiétait de l'avenir du parc en disant il va falloir qu'on trouve une solution à la fin de l'année. Il faut savoir qu'en fait, si le parc avait eu un montage financier tel que le voulait Anne Fourcade, dès la première année, ils auraient été bénéficiaires. Elle attendait avec un investissement en fonds propres, c'est-à-dire que des investisseurs, il fallait 600 000 visiteurs pour être rentable. Sauf que là, Guy de Bois-Grelier, les financiers sont partis chercher de l'argent auprès des banques, qui ont été généreux, ils ont prêté à 13%. Forcément, ils étaient contents de prêter, mais il a fallu rembourser. Et pour ça, il fallait 1 250 000 visiteurs. Le défaut, si vous voulez, de Mirapolis, c'est d'avoir été conçu de manière trop ambitieuse dès le départ, compte tenu d'une clientèle qui s'est révélée raisonnablement plus régionale que nationale, voire internationale. Et à partir de là, vous vous trouvez immédiatement dans des difficultés d'exploitation, de rentabilité, au moment même où il faut continuer à réinvestir. On s'était demandé à l'époque ce qui était nécessaire pour aboutir dès la première année à une fréquentation d'1,5 million de personnes. Mais là encore, il y a des tas de gens qui nous ont pris de l'argent pour faire des études et qui nous ont convaincus qu'on allait le faire sans problème et voire un peu plus. En fait, la fréquentation a été de la moitié, quoi qu'on en dise. Moi, j'y étais, donc je me souviens encore des drames que c'était. On a cette image de l'immense Gargantua. C'est pas forcément des choses qui parlent d'une part à tous les Français et encore moins aux Européens, voire aux extra-européens. Donc à la base, c'est un produit dont le thème n'est pas suffisamment clair, la proposition de valeur n'est pas suffisamment immédiatement perceptible par le public. C'était hyper élitiste, il fallait quand même avoir une certaine culture littéraire et intellectuelle. Les histoires qu'ils ont décidé de raconter étaient peu accessibles effectivement pour la cible visée, en tout cas pour les jeunes enfants. Dans les petites scénettes avec les automates, on avait les grands classiques, on avait le Chaperon Rouge, mais les grandes figures du parc, effectivement, c'était des niches. Il faut quand même connaître, quand on est enfant, La Vie 10, Dame Tartine,
mais surtout Rabelais. Faut s'accrocher. Rabelais est un auteur qui n'est, à peu d'exceptions près, plus du tout lu. C'est assez vertigineux parce qu'on est sur... Mirapolis fait pas beaucoup plus d'efforts que d'essayer de convaincre, grosso modo, les profs de français qui lisent Télérama que ce serait pas du suicide mental que de conduire des jeunes écoliers là-dedans parce que ça va, vous pouvez le glisser dans le projet pédagogique, c'est pas génial, c'est pour de faux, mais à la fin, ils sortiront de là avec le nom de Gavroche et de Gargantua et puis le job sera fait. Mirapolis, Mirapolis, viens nous offrir tes délires et tes délires. Mirapolis. Le gag, c'est que moi je crois que j'ai découvert l'univers de Gargantua et Pantagruel dans une bande dessinée d'un Mickey qui appartenait à ma mère que j'ai dû lire enfant, quoi. Parce qu'il y avait un petit côté Mickey à travers les âges. Alors j'ai visité le parc de Mirapolis, je devais avoir 5 ou 6 ans à l'époque. J'en ai un souvenir très vague, mais un souvenir poussiéreux, c'est-à-dire que je me souviens qu'il y avait beaucoup de cailloux. C'était pas très vert, peut-être parce qu'à cette époque, les arbres n'avaient pas encore eu le temps de pousser. Ils n'auront pas eu le temps de pousser d'ailleurs en 4 ans, malheureusement. Quand Versailles, le nôtre, a fait aussi les jardins, il y a un moment, il fallait attendre un peu. Là, il y avait un côté, il n'y a rien. Alors pourquoi faire jaillir ces géants ? Il y a un côté, dans le doute, ça peut être Paul Bocuse, quoi. Voilà, c'est français, c'est gros, c'est un cuisinier, c'est un cochon, non, c'est un géant, voilà, ça passe, ça fait culture française générique, quoi. J'imagine. Mais en mode sculpture d'autoroute, quoi. Faut pas trop réfléchir, mais en passant vite, ça peut faire illusion. Oui. En fait, ce qui est étonnant dans l'histoire de Mirapolis, c'est en partant du thème de la littérature française qui est hyper vaste, comment les choix ont été effectués pour mettre en avant Gargantua de Rabelais, d'une part, des légendes régionales, donc, dont la ville 10, qui nous était, à nous, qui ne sommes pas bretonnes, une légende totalement inconnue, des comptines pour enfants, les fables de La Fontaine, et d'élargir tout ça à d'autres choses qui n'ont strictement rien à voir avec la littérature, donc comme les Vikings. En avant toutes pour la haute mer! Larguez les sauvages! Les dinosaures, des ovnis, une mascotte publicitaire qui est Gros Quick. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, Mirapolis, on pourrait dire que c'est un parc à thème, le premier parc à thème qui ne respecte pas son thème. Il y a un aspect bricolage. On va réinjecter de la culture française dans un machin qui est pas du tout, qui relève pas de la culture française. En soi, c'est délirant. En soi, c'est délirant parce que c'est presque, il y a le bon capitalisme et le mauvais capitalisme. Vous faites quoi ? On vend des entrées pour que les gens aillent dans un parc d'attractions. Nous, pareil, mais c'est français. Voilà. Là, vous êtes quand même en train de dire que vous allez faire un parc d'attractions qui va être meilleur que les parcs d'attractions américains, mais vous êtes en train de dupliquer un machin et de le French-washer, quoi, si le terme existe. Donc voilà, Mirapolis, c'est du French-washing de Disney. C'est assez, disons que on ne sait pas si c'est naïf ou si c'est cynique, quoi. Moi, je trouve que c'était moyennement fait pour les enfants quand même, parce que, je vais être honnête, la ville 10, je me blottissais dans les bras de mon accompagnant parce que vraiment, quand on arrivait dans les profondeurs et qu'on voyait tous ces monstres, ces habitants des abysses, ouais, c'était pas fait pour les enfants. Petit, sais-tu où nous nous trouvons? Non. Eh bien, je vais te le dire. C'était très inquiétant, la musique renforçait le côté dark. Non, vraiment, c'était flippant, clairement. Gargantua l'était aussi. Gargantua l'était un petit peu aussi. Déjà, lui-même, en arrivant, il était très, très impressionnant. Il avait une carcasse sur sa fourchette. Et puis, on visitait ses entrailles, quand même. On est sur un concept ambitieux. Voilà, c'est comme si tu visitais un peu une maison hantée. Mais sauf que c'est pas une attraction, c'est une maison hantée qui a elle-même d'autres attractions à l'intérieur. Enfin, il y a un truc un peu, ouais, ça peut être un peu flippant. À l'époque, on travaillait avec Philippe de Villiers sur comment on pouvait développer en France l'idée du tourisme. Nous avions une richesse tellement plus grande que ce que pouvaient être ces parcs d'attractions américains. Philippe de Villiers, c'est lui qui m'a fait venir Chirac, par exemple, pour l'inauguration. On respectait, si vous voulez, l'histoire rabelaisienne et un peu l'histoire de France. C'est ce qu'a fait ensuite Philippe de Villiers au Puy du Fou avec l'histoire de la Vendée.
Un ruban de foin pour inaugurer le parcours culturel du Puy du Fou. La tradition vendéenne a été bien respectée pour lancer sa chronocénie. Anne Fourcade a travaillé sur un projet, c'était un village médiéval. Il devait être à la base derrière le Gargantua. Et comme elle a quitté Mirapolis, le navire Mirapolis en cours de route, elle l'a présenté au Puy du Fou, qui l'a repris quand même en partie. On a été un des cabinets spécialistes en parc d'attractions, en parc d'événements, en parc à thème. Et donc on s'est occupé du Puy du Fou avec Philippe de Villiers, qui nous avait bien aidé sur le projet, qui est un homme formidable. Moi j'aime beaucoup Disney, mais en Amérique. Nous, on a Jules Verne, Victor Hugo, Jeanne d'Arc, Bayard, et puis nous, en Vendée, on a tout un patrimoine. Il faut le mettre en valeur, avec nos moyens, notre savoir-faire français, sans céder à ce que j'appelle la coca-colonisation. Alors moi, quand j'étais enfant, en plus, je viens plutôt de l'ouest de la France, donc pas la Vendée, mais des régions, on va dire, politiquement associées dans les grandes guerres chouanes des années 1793. Le Puy du Fou, c'était le mal, quoi. On se foutait de la gueule. La première fois, comme j'entends parler du Puy du Fou, j'ai 8 ans, et c'est... on dit même pas que c'est des fachos, on dit que c'est grotesque. Voilà, c'est grotesque. Genre, il y a le Puy du Fou, c'est grotesque. Vu qu'il y a la connexion de Villiers, quoi, présent à l'inauguration de Mirapolis et créateur du Puy du Fou, et on est un peu les mêmes années, c'est tentant de dire qu'il y a une continuité historique, quoi. Je pense qu'il faut opposer Mirapolis et le Puy du Fou, puisque Mirapolis se caractérise par une incohérence totale. C'est un projet totalement incohérent, tandis que le Puy du Fou est totalement cohérent de A à Z. Il est fondé sur une vision de l'histoire et une mise en scène de l'histoire française totalement droitière. Là où c'est un énorme gag, c'est que c'est un peu comme ces choses qui est analysées dans les sociétés d'Amérique latine, c'est les néo-indiens, quoi. En fait, c'est des néo-français, c'est-à-dire que c'est de la refabrication de folklore national qui a comme un pensée profond qu'il y a eu une rupture à un moment, quoi. Il y a eu quand même, je sais pas, exode rural, modernisation, déchristianisation, des phénomènes quand même un peu massifs qui se sont produits. Donc le parc d'attractions, là pour le coup, c'est plutôt une sorte de machine à voyager dans le temps, dans un monde où la modernité n'aurait pas existé, les armées révolutionnaires auraient été défaites au Mans en 1794, l'aventure de Quiberon aurait marché, le roi aurait été rétabli, tout va bien, machin. Et c'est intéressant parce que à l'époque, c'était traité, je sais pas, j'imagine que ça pouvait faire l'objet de caricatures de Camus, c'était vraiment traité comme du dernier grotesque. Le Puy du Fou, honnêtement, il n'y a pas un intellectuel sérieux qui s'y penchait. Maintenant, c'est normal d'y réfléchir et de trouver que c'est un lieu de refabrication d'une nouvelle mythologie nationaliste, etc. Le premier grand parc d'attractions français avait raté son démarrage. Depuis, il a été repris par le Club Méditerranée. Et grâce à de l'argent frais, de nouvelles attractions ont été mises au point et le ticket d'entrée sera moins cher. C'est là que le Club Med se dit, nous on fait des villages de camping, on fait des villages vacances, on amuse les gens pendant une semaine, 15 jours l'été, pourquoi pas les amuser une journée à Mirapolis. Donc le Club Med arrive et dit, voilà, on va investir. Sauf que le Club Med, c'était pas vraiment ce que voulait Anne Fourcade. Donc, à contre-cœur, elle s'en va de Mirapolis, elle claque la porte. Guy de Bois-Grelier est gentiment remercié. On lui dit, voilà, ce que tu as organisé, ça marche pas vraiment. Le Club Med, ils n'en avaient rien à foutre de Guy de Bois-Grelier, mais alors rien à foutre du tout. Même s'ils sont très gentils et que quand je suis parti, ils m'ont offert un séjour de 15 jours où je voulais aller. Ça, c'était Serge Trigano qui avait voulu être aimable. À l'époque où le Club Med reprend Mirapolis, le Club Med ne va pas si bien. Il fait beaucoup de croissance, mais pas de rentabilité. Les investisseurs sont en attente de rentabilité et de dividendes. Là, c'est un peu le chambardement. On va faire de la sensation. Donc, ils ont commandé à Vekoma leur meilleur manège qui se vend à l'époque, le Mira Looping. Un grand 8 avec une grande descente, 2 loopings enchaînés, 2 vrilles, une spirale. C'était le plus grand 8, entre guillemets, en France à cette époque-là. Et on crée aussi toute une dynamique de spectacle et d'animation. On va faire venir le juste prix. Il y a le Club Dorothée qui est venu, il y a la classe aussi qui a fait une émission spéciale pour la fête des pères, où ils ont vraiment présenté les attractions avec tous les comiques de l'époque. Il y avait Lagaffe, il y avait Bigard, il y avait Chantal Latsou. Nous avons eu la chance à 2 reprises de faire le départ de Paris-Dakar sur Mirapolis. Et nous avons fait 2 départs, les 2 premières étapes, 2 années consécutives au départ de Mirapolis.
C'était labouré, les voies d'accès. Alors, ça, une des 2 fois, il avait plu énormément, donc on marchait dans la gadoue, les véhicules s'embourbaient. Bienvenue à Mirapolis, entrez, entrez, petits et grands. Laissez les mineries en coulisses, venez chanter, c'est gérant quand on chante. Alors Carlos, qui était devenu un peu la mascotte du parc, parce qu'il a rechanté toutes des chansons, il a fait un album complet de chansons Mirapolis, où il chantait Mirapolis en général, mais des attractions aussi. J'ai vu à l'âge de 5 ou 6 ans Carlos debout sur une Jeep défiler dans le parc de Mirapolis. Et Carlos a fait venir son copain Johnny pour faire les attractions de Mirapolis. Enfin, Johnny Hallyday à l'époque, c'était génial, quoi. C'était le top du top. Attention à vos lunettes. Ça fait 5 ans que je les ai. Je les adore. Il faut que tu m'en payes une paire neuve. Absolument, c'est fait, mon pote. Les influenceurs de l'époque. Et donc effectivement, la présence de Johnny au parc, elle est ponctuelle. Elle n'est pas comme Carlos qui est pour le coup, peut-être passe, je pense, tous les week-ends au parc. Là, on est sur une mascotte. Le chanteur Carlos répétant une scène du Malade imaginaire, cela reste du showbiz. Mais au mois de mars, Carlos devra peut-être apprendre un rôle dans lequel on ne l'imaginait guère, celui d'adjoint au maire. Jean Dolto, c'est son vrai nom, figure en effet sur la liste de Rémi Alain, maire sortant de Courdimanche, une petite commune du Val d'Oise. Mais il ne faut pas voir là d'ambition politique. C'est tout à fait simple, c'est simplement une démarche de bonne humeur, d'amitié avec les gens de Courdimanche et avec Rémi Alain. J'espère qu'on va bien s'éclater, que ça va être sympa, c'est tout. Alors Carlos, grande figure de la chanson française, qui a été choisi, je ne sais pour quelle raison, effectivement, un peu comme égérie, star du parc d'attractions de Mirapolis, qui y passait de nombreux week-ends et que ça finit par se présenter sur la liste municipale aux élections locales pour célébrer des mariages à Mirapolis. Au pied du Gargantua. Moi, je l'aurais fait. C'est certain. Ah ouais, moi, je l'aurais fait. Je crois qu'avec ma femme, on aurait été se marier à Mirapolis. Ah, mais ça aurait été extraordinaire, quoi. Un truc de fou. Y a-t-il détournement de la politique à des fins commerciales? Carlos, visiblement, ne se pose pas la question. Sa seule préoccupation, c'est qu'on ne lui attribue pas d'étiquette politique en même temps qu'une écharpe tricolore. Avec le recul sur l'époque, sur les années 80, nous avec Alice, on s'est beaucoup amusé, en même temps en étant totalement affligés parce que ce que c'était que Carlos. Finalement, on a oublié maintenant le contenu des chansons de Carlos. Et on a oublié, par exemple, ce tube Tireli Pimpon sur le chihuahua. Il suffit de lire les paroles pour bien entendre que c'est une apologie du tourisme sexuel, matinée d'un racisme crasse. Il faut le dire. L'été dernier fatigué, je suis parti sur une chaloupe, bronzer ma carte de crédit à la Guadeloupe. Dans un palace en bambou, j'ai rencontré Banana, la fille du roi des vaudous, qui m'a fait un truc extra. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Banana? Tireli Pimpon sur le chihuahua, Tireli Pimpon avec la tête, avec les bras, Tireli Pimpon à tout en l'air, à tout en bas. Voilà, enfin, on se dit, avec le recul, on est en 2025, on se dit, mince, à la fin des années 80, c'était Carlos qui incarnait, qui était la star choisie pour faire la promotion de ce parc d'attractions. Et qui d'ailleurs, en plus, par ailleurs, n'a strictement aucun rapport avec le patrimoine littéraire français. Sommaire, peut-être. Voilà, c'était un parc pour enfants. Tireli Pimpon sur le chihuahua? Non, c'est pas une chanson pour enfants. Voilà. Mais effectivement, ce qui est marrant, c'est que Carlos devait être écouté par beaucoup de personnes, qui n'écoutaient comprises, mais complètement ne comprenaient pas les paroles, quoi. C'était sympa. Ouais. Le Grand Paris, quand je raconte la visite de mon héros à Mirapolis, il y a une confusion qui fait mentalement, mais je pense que j'aurais pu la faire aussi à 8-10 ans, entre ce géant et Carlos. Et Carlos, donc ce chanteur obèse qui était très présent dans mon enfance, qui faisait des publicités pour Oasis, etc., donc qui était vraiment était assez terrifiant, parce qu'il y avait un côté, bon, il était bonhomme, mais c'était une figure aussi de monstre. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'est pas spécialement, voilà, c'est pas spécialement questionné. Ça crée une culture française un peu anxiogène, et qui sous ses côtés un peu bonhomme, et pas terriblement inclusif, quoi. Donc le bon gros géant, le bon gros géant cache plus ou moins un ogre, quoi. Donc on est sur des figures assez ambivalentes. Ouais.
Aujourd'hui, on connaît mieux les chiffres, on connaît mieux le marché, on sait beaucoup mieux ce que l'on peut attendre de ce marché. C'est pour ça qu'on a l'intention cette année d'en accueillir 1 200 000, ce qui est un chiffre raisonnable. Ben, ça s'est passé que le Club Méditerranée a repris en main les choses et qu'ils ont fait un flop parce que c'est pas un village du Club Med, il faut payer les gens et les charges sociales. La stratégie de communication d'un parc de loisirs, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel dans un parc de loisirs, c'est son concept de base et sa capacité à investir durablement dans le temps avec des nouveautés tous les ans. Des nouveautés, on va dire, légères chaque année, des nouveaux spectacles, des nouvelles animations, des nouvelles attractions tous les 2 ou 3 ans. Ça, c'est indispensable pour qu'un parc de loisirs puisse s'installer dans le temps, fidéliser une clientèle et faire revenir des clients et en faire venir de nouveaux. Donc c'est une stratégie continuelle d'investissement dans les nouvelles attractions. Ce qui était plus simple, c'était de réinvestir de l'argent et de l'argent frais. Pas d'argent emprunté. Ce que n'a pas voulu faire ni M. Pharaon à l'époque, ni le Club Med, qui aurait pu, à ce moment-là, me semble-t-il, redynamiser ce parc. Mirapolis, par exemple, en région parisienne, a été confié depuis 2 semaines par le tribunal de commerce à 10 familles de forains, à charge pour ces nouveaux adeptes du parc à thème de lui trouver une vraie rentabilité. Les forains ont eu la gestion de Mirapolis, donc ils sont arrivés avec leurs attractions. Ironie de l'histoire, après avoir mis des clous sur le parking pour pénaliser les visiteurs, il viendra ensuite les accueillir et leur faire payer des entrées pour visiter son parc. Ils se sont dit « Oh, mais pourquoi pas nous ?» Est-ce que peut-être qu'à l'avenir, aller dans des villes pour proposer les manèges, est-ce que ça ne va pas devenir obsolète? Est-ce que les gens ne vont pas faire comme aux États-Unis et aller passer 1 ou 2 jours dans des parcs? Eux, ils vont le gérer un petit peu comme les fêtes foraines, à savoir que on paye à chaque fois qu'on rentre dans un manège. Et là, il fallait à la fois entrer sur le parc et payer pour les manèges, qui étaient difficilement acceptables pour les visiteurs. C'est plus un parc d'attractions, là. Et c'est parti un petit peu dans tous les sens. C'était autre chose, si vous voulez. Un parc d'attractions à thème, ça ne peut pas être simplement des roller coasters qui tournent dans tous les sens. C'est plus dirigé vers les ados que dirigé vers les familles. Lui, il ne s'occupait pas du tout du concept ou des actionnaires qui avaient... Et ce qu'il voulait, c'était encaisser de l'argent avec des gens qui faisaient du manège. Les forains, ils ont essayé d'organiser un match de boxe avec le champion de l'époque, René Jacot. Mais malédiction du site ou malédiction tout court, ça a été le fiasco mais alors le plus grand. C'était fait devant Mirapolis, devant l'entrée du parc. Tout le monde était venu, c'était un événement national. Il y avait les chaînes de télé qui retransmettaient ça. Il y avait un public immense. Pas de chance, grande coupure de courant avant le match. Donc tout dans le noir, il a fallu attendre avant de remettre en place le courant. Et René Jacot, je crois que c'est au bout d'1 minute, un truc comme ça, il se blesse, il se fait une entorse et donc il est obligé d'abandonner le match. Ça devait être encore un grand moment où on parlait de Mirapolis pendant toute une soirée. Il y avait son titre qui était remis en jeu, on aurait parlé de Mirapolis de tout partout dans la presse, en bien. Tandis que là, on a parlé de Mirapolis en mal parce que c'est là où justement il ne s'est rien passé. Il devait se passer mais il ne s'est rien passé. Nouveau rebondissement pour le parc Mirapolis. Gates Pharaon a commencé à avoir des problèmes à peu près à la période où Marcel Campion reprend Mirapolis. Voilà, il est un peu soupçonné de financement occulte, un peu à droite à gauche à des marchés d'armes, des trucs comme ça. Donc il devait réinvestir dans Mirapolis avec Marcel Campion et finalement ça ne se fait pas, donc Marcel Campion se retrouve un peu à devoir aller taper à la porte ailleurs. C'est en la même époque que Marcel Campion accuse Dominique Strauss-Kahn de lui avoir proposé de donner des pots de vin pour qu'il sauve Mirapolis. Strauss-Kahn a attaqué Campion en diffamation, Marcel Campion a perdu son procès, donc on n'ira pas faire un restaurant avec eux deux. Les forains, ils sont restés jusqu'en 91. Est-ce qu'on n'a pas dit, maintenant il faut arrêter de subventionner les parcs attractions qui pourraient concurrencer Euro Disney? Astérix, par exemple, a dû payer lui-même sa bretelle de sortie d'autoroute et le pont. On avait une petite rivière des castors, donc on embarquait sur un bateau en extérieur, on faisait une petite balade. Et je me souviens faire un signe à mon papa et dire « Regarde ce pauvre castor », il y avait un corps de castor, je me souviens d'un écrou qui tournait laborieusement au-dessus.
et la tête était posée derrière. Donc là, j'étais vraiment un peu catastrophé. Donc c'était un peu de l'urbex avant même qu'il soit fermé, parce que le parc était dans un état assez déplorable. J'ai vraiment vu cette dégradation, mais surtout le fait marquant, c'est vraiment la dernière visite, où je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est soit la fermeture, soit une grosse réhabilitation. Mirapolis, c'est fini. Le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. Ah, j'étais choquée. J'étais très triste. Ça m'a glacé le sang. C'en est fini de Mirapolis. L'immense Gargantua qui surplombe le parc devra faire ses valises et les attractions être rangées au placard. Je me souviens vraiment du jour où j'ai appris la fermeture de Mirapolis. J'étais au lycée et je parlais avec un chauffeur de bus qui avait l'autocollant Mirapolis derrière son bus. Et je lui dis, ah tiens, Mirapolis. Il me dit, bah tu sais que ça n'existe plus. Je dis, comment ça n'existe plus? Il me dit, oui, ça a fermé, on n'ira plus. Et j'étais vraiment peiné de me dire, ben non, cet endroit que j'aimais, cet endroit où j'ai grandi, j'ai passé des bons moments, mais j'irai plus. La première fois où j'ai demandé à mes parents dans la voiture d'augmenter le son de la radio quand les informations passaient, c'est quand on était en route pour aller chez ma grand-mère à Chaville et j'entends le parc Mirapolis va bientôt fermer ses portes. Ça m'a glacé le sang. C'était une nouvelle terrible pour moi. On a appris la fermeture du parc avec tristesse en disant c'est fini, on avait un beau jouet qui allait dynamiser et donner de la notoriété à la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Et nous avons été un peu chagrinés parce que nous étions nombreux à y croire. Alors sur la fermeture du parc, moi j'étais très triste de cette fermeture. Je suis au courant de certains détails. Je n'ai pas du tout apprécié certains dirigeants sur la mise à mort de Mirapolis. Le parc ferme. Entièrement démantelé, les attractions ont été vendues. Les forains revendent un peu ce qu'ils peuvent. Donc ils ont revendu des bancs, des mirabars. Même la végétation a été plus ou moins pillée. Des arbres, justement, ouais, ils ont vendu des arbres. Parce que y avait des beaux arbres, il y avait des belles essences d'arbres. Et après, l'administrateur judiciaire a revendu les attractions. Il y a des entreprises qui ont récupéré leur structure. Par exemple, la Vidis, la structure existe encore et s'appelle Madame Freudenreich et est située à Europapa. Il y a une histoire exceptionnelle puisque pas mal de reliques ont été rachetées par un parc allemand à côté de Berlin qui s'appelle Spielpark. Je vous invite à découvrir l'histoire de ce parc parce qu'il a fermé suite au fait qu'ils aient retrouvé de la drogue cachée dans les rails que le propriétaire du parc faisait importer. Et donc aujourd'hui, l'attraction de Gargantua, elle existe encore. La structure interne, et elle est posée, donc évidemment sans Gargantua, juste la structure interne, qui voulait transformer en maison hantée, elle est posée dans ce fameux parc abandonné. Spielpark, qu'une association faisait vivre, avait réhabilité le petit train et faisait faire des tours comme ça pour voir les vestiges. Il y avait également GroQuicks, elle est partie au parc Spreepark, donc à Berlin, où personne ne connaissait GroQuicks. En Allemagne, personne n'avait GroQuicks dans son imaginaire, et c'est l'attraction qui a duré le plus longtemps à Berlin. La grande structure restait très longtemps plantée dans les champs du Vexin, ce qui faisait réagir les gens parce qu'on disait il faut démolir. On est repassé à côté de Cergy-Pontoise et j'ai continué à voir ce Gargantua assis comme ça au milieu de rien, des fois dans la pénombre. Donc on passait à côté, on voyait déjà son dos et après on passait à côté de son épaule et là on pouvait deviner. Et puis je me souviens d'un jour d'une image qui m'a glacé le sang, on repassait sur cette route avec mon papa et là je vois la tête du Gargantua sur deux gigantesques colonnes. Et là ça symbolisait vraiment la fin. Et je crois qu'on a mis 4-5 ans pour qu'on supprime la tête de Gargantua. Laissé à l'abandon depuis 1992, le géant gargantuesque a été dépecé par des visiteurs nocturnes. Il risquait de s'écrouler et de blesser un de ces couples romantiques qui s'y joignaient la nuit. Gargantua va disparaître et laisse derrière lui bien des regrets. C'est un peu un symbole qui sera détruit, quoi. Parce que Mirapolis, dans la ville nouvelle, on en a parlé beaucoup. Il a beaucoup été photographié, contemplé, donc ce sera un manque. J'ai vu, j'étais dans ma maison de campagne, et on allait se mettre à table, et mes enfants disent « Papa, viens voir, il y a Gargantua qui est en train de tomber ». À la fin de l'été, en catimini. Je dis catimini parce que ça s'est fait au mois d'août très très vite. On a démoli le Gargantua. Les gens sont partis en vacances, il y avait encore Gargantua et quand ils sont revenus, il n'y avait plus de Gargantua, il y avait un grand vide à la place. Le Gargantua, situé à l'entrée du parc d'attractions, a dû s'incliner.
Les élus locaux commencent à se demander mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce grand terrain finalement qui est du terrain public, et puis commence à y avoir plein d'hypothèses comme une sorte d'éco-village, donc quelque chose de toujours touristique. Avec 290 bungalows en bois. Et puis en réalité, il n'y a plus d'argent. Du coup, le terrain devient utilisé pour des usages ponctuels, donc, dont l'un nous a particulièrement frappé et marqué, c'est qu'il devient un terrain d'entraînement pour des exercices antiterroristes. Le GIGN s'y entraînait, donc on a expliqué aux gens de ne pas faire de l'urbex à Mirapolis, c'était dangereux. Quelle que soit la porte d'entrée qu'on utilise pour entrer à Mirapolis, on arrive à la fin à une fin d'histoire qui n'a rien à voir avec le point de départ en tout cas. Dis-moi, c'était comment? Oh, c'était super. Il y a plein de jeux et d'abord le grand géant, il était bien. Gargantua? Tu sais qui c'était Gargantua? Oui, c'est le grand géant. C'est un gâchis phénoménal. C'est un gâchis aussi bien financier que pour le patrimoine français. On avait un parc français avec notre histoire de France. On a tout saccagé, on a mis un coup de pied là-dedans et puis personne n'a cherché à le sauvegarder. Voilà, c'est un gâchis dans tous les sens du terme. C'est vrai que je suis sûr que ça a été un terreau extrêmement fertile à mon imagination. Si aujourd'hui je fais toute ma carrière dans les parcs à thème et dans le tourisme, si aujourd'hui j'ai une passion pour l'urbex, j'aime bien les choses un peu insolites, je pense que c'est vraiment parce que mes parents m'ont emmené très tôt dans des endroits comme ça, quoi, très très particuliers. Le premier parc d'attractions auquel je suis allé, c'est le parc Astérix, et mes souvenirs du parc Astérix sont inoubliables. Ma première visite à la fin des années 80, je me souviens d'un rocher en résine creux dans lequel on avait posé des haut-parleurs pour faire un bruit d'oiseau. Et savoir que c'était faux, mais que c'était suffisamment bien fait pour dissimuler quand même que c'était faux, tout en n'étant pas jusqu'à nous faire croire que c'était complètement vrai. Il y avait quelque chose qui m'avait fasciné, qui est presque de l'ordre d'une expérience esthétique. Quelle est l'expérience esthétique de ma génération? Je dirais c'est ce rocher. Le parc d'attractions nous dit que tout ça n'est pas bien grave et que le jeu, enfin la forme supérieure de tout ça, c'est le jeu. Donc vous avez l'impression que la vie est violente. Non, non, regardez, c'est une sorte de vaste diffuseur d'opium laïcisé, quoi, le parc d'attractions à cet égard. Ouais. Le parc d'attractions, il y a un côté, ok, vous allez payer, mais derrière, limite, l'argent a disparu, quoi. Waouh! Là, le capitalisme est si bien que limite, ils peuvent abolir l'argent, quoi. C'est le stade d'après. Il y a un côté presque salon de la civilisation humaine, quoi. On regarde l'ingéniosité qu'on a été capable de déployer pour rien. Pour le pur divertissement. Voilà, le parc d'attractions n'est pas productif. Quelle serait l'étape suivante? Alors on peut dire des villes-États comme Singapour, où le stade ultime serait une intégration totale, mais Singapour, dont on dit, phrase célèbre de William Gibson, c'est Disneyland avec la peine de mort, quoi, voilà. À bientôt à Mirapolis pour de nouvelles aventures. Ah bah oui, moi je suis resté un grand enfant, hein. Quand on voit tout ce qu'il y a là autour de moi, la décoration de la maison, où on met toujours des petits éléments qui nous font penser à l'enfance et aussi au parc, voilà. On est des grands enfants, nous. Qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui refaire ces attractions? On est souvent contacté par des jeunes qui n'ont même pas connu le parc, qui disent « Mais pourquoi on ne le refait pas ?» Et je vous avoue que ça m'arrive aussi d'y penser. Dans mes rêves les plus fous, il y a un millionnaire qui se dit « Tiens, je vais juste refaire la ville, il y a les plans. » On pourrait le refaire, quoi.